L'horloge numérique sur ma table de nuit affichait un rouge agressif 2h14 du matin lorsque la vibration nette et perçante de mon téléphone brisa le silence de ma chambre. En tant qu'architecte senior en cybersécurité, mon cerveau est câblé en permanence pour traiter les alertes nocturnes comme des urgences catastrophiques. Une brèche de serveur, un effondrement de pare-feu, une attaque de rançongiciel malveillante sur un réseau client. Je me suis débarrassé de la lourde couette, l'air froid de la nuit frappant ma peau, et j'ai saisi l'appareil sur la station de recharge sans fil. La lumière bleue de l'écran m'a aveuglé pendant une fraction de seconde avant que mes yeux ne s'adaptent au texte. Ce n'était pas une alerte de serveur automatisée. C'était une notification push de la Banque nationale d'investissement. Le message était bref, clinique et absolument dévastateur. Il disait, l'utilisateur secondaire Sylvain 88 a reçu un accès administratif complet et illimité au compte du fonds fiduciaire de la famille. Solde actuel $850 000. Pendant un long et angoissant instant, j'ai oublié comment respirer. L'air dans mes poumons s'est transformé en glace solide. J'ai relu la notification, puis une troisième fois, priant que ce soit une tentative d'hameçonnage ou un bug dans la matrice bancaire. Mais l'adresse de l'expéditeur était vérifiée. Le numéro de compte correspondait. Le nom d'utilisateur était incontestablement celui de mon frère cadet. Mon pouls martelait mes tempes avec une force écœurante. Mon cœur n'a pas seulement manqué un battement. J'avais l'impression qu'il avait été physiquement arraché de ma poitrine et jeté contre le mur. Sylvain, mon frère de 28 ans, un homme qui se qualifiait fièrement d'entrepreneur en crypto-monnaie et d'influenceur de style de vie dans ses bios de médias sociaux. Ce qui était en réalité une façon élégante de dire qu'il était un parasite au chômage qui finançait ses illusions de grandeur à travers une montagne de dettes toxiques. Et d'une manière ou d'une autre, au milieu de la nuit, on lui avait juste remis les clés maîtresses de tout mon avenir. Une vague brûlante de colère pure et non altérée m'a envahi, balayant le brouillard persistant du sommeil. Je me suis levé, mes pieds nus frappant le parquet froid, et j'ai commencé à arpenter la longueur de ma chambre. Je n'avais pas signé un seul document. Je n'avais pas autorisé un seul jeton numérique. Je n'avais parlé à personne à la banque depuis des mois. Pourtant, l'application bancaire sécurisée me fixait, confirmant une trahison si profonde qu'elle me donnait des nausées. Dans le silence assourdissant de mon appartement, j'entendais déjà la voix de ma mère. Daphné, la maîtresse manipulatrice, je pouvais la voir debout dans ma cuisine, affichant cette expression de préoccupation maternelle si bien pratiquée. Me servant la même ligne toxique qu'elle avait utilisée pour excuser chaque injustice dans la dynamique de notre famille au cours des 3 dernières décennies. Elle inclinerait la tête, laisserait échapper un soupir doux et dramatique, et dirait, « C'est ton frère, Daniel. Il en a plus besoin que toi d'une belle maison au bord d'un lac. Tu es intelligent. Tu es capable. Tu peux toujours gagner plus d'argent. » Ces mots, cette excuse exactement écrasante, avaient été la bande-son incessante de mon existence. C'était l'excuse qu'elle utilisait lorsque Sylvain cassait mes affaires par méchanceté. C'était l'excuse que mon père, Alain, utilisait lorsqu'il vidait les économies familiales pour sortir Sylvain de ses ennuis tout en refusant de m'aider à payer un seul manuel universitaire. Et maintenant, il s'apprêtait à utiliser cette même excuse pour justifier le vol de près d'1 million de dollars de ma part. Ce n'était pas seulement de l'argent. Ce fonds fiduciaire était la manifestation physique de mon sang, de ma sueur et de ma jeunesse sacrifiée. C'était le paiement de la vente d'un brevet de logiciel de sécurité révolutionnaire que j'avais codé de toutes pièces. Pendant 3 années brutales, j'ai vécu dans un studio exigu et moisi qui sentait en permanence le béton humide et les nouilles instantanées bon marché. J'ai travaillé des semaines épuisantes de 80 heures, tapant jusqu'à ce que mes doigts aient des crampes de canal carpien, fixant des lignes de code jusqu'à ce que ma vision se trouble. Entièrement isolé du monde extérieur, j'ai échangé mes 20 ans contre la sécurité financière. Ce compte était mon plan d'évasion. Il était destiné à acheter la maison de mes rêves, un sanctuaire tranquille loin du drame constant et épuisant de ma famille. La partie la plus malade de tout ce cauchemar était la façon dont ils avaient réussi à mettre la main dessus. Il y a des années, peu après que j'ai obtenu le paiement du brevet, Alain et Daphné avaient orchestré un immense voyage de culpabilité. Ils m'ont acculé lors d'un dîner de vacances, jouant les rôles de parents vieillissants et terrifiés. Ils m'ont convaincu que si jamais je me retrouvais dans un accident grave ou un coma, ils auraient besoin d'un moyen de gérer mes factures médicales et de sécuriser ma succession afin que le gouvernement ne gèle pas mes actifs. J'étais jeune, naïf et je désirais encore désespérément, pathétiquement, leur approbation et leur amour.
Je voulais croire qu'il se souciait réellement de mon bien-être. J'ai donc mis en place le cadre juridique moi-même, les listant comme contacts médicaux d'urgence et fiduciaires de contingence sur ce compte spécifique. Je pensais que je construisais un filet de sécurité. Au lieu de cela, je leur avais remis une arme chargée, et ils venaient de tirer pendant que je dormais. Ils étaient passés derrière mon dos, avaient dépassé mes limites et avaient sacrifié une décennie de mon travail acharné juste pour financer le dernier échec catastrophique de Sylvain. Ils croyaient vraiment qu'ils avaient gagné. Ils pensaient que je me laisserais faire et que j'accepterais ce vol massif sous le couvert de la solidarité familiale parce que j'avais toujours été l'enfant invisible, le pacificateur qui absorbait les coups pour qu'ils puissent maintenir leur façade parfaite. Mais ils ont oublié un détail crucial. Ils ont oublié ce que je fais dans la vie. En tant qu'expert en cybersécurité, je ne construis jamais une forteresse sans enterrer une clé maîtresse profondément dans les fondations. Je construis toujours une porte dérobée dans mes propres systèmes. La vraie question était de savoir jusqu'où ils étaient prêts à pousser la mascarade avant que je ne claque cette porte et que je ne leur écrase les doigts au passage. Si votre confiance avait été utilisée comme une arme contre vous par les personnes qui partagent votre sang, que feriez-vous au milieu de la nuit? Dormir était un concept totalement impossible. J'ai alors abandonné mon lit, suis allé dans la cuisine et j'ai commencé à préparer la cafetière de café noir la plus forte que j'avais dans le garde-manger. La lumière fluorescente dure au-dessus de l'îlot de cuisine illuminait les cernes sous mes yeux dans le reflet de la fenêtre. Tandis que la machine à café sifflait et crachait, mon esprit s'est transformé en un musée sombre et étendu de douleur, me forçant à errer à travers chaque exposition d'injustice et d'humiliation que j'avais endurée sous le toit d'Alain et Daphné. Le favoritisme flagrant avait toujours été là, subtil au début, puis agressivement indéniable. Mais mon 18e anniversaire reste le souvenir le plus vif et le plus brûlant de leur amour inégal. J'avais passé 2 années exténuantes à travailler de nuit dans une station-service sale et dangereuse à la périphérie de la ville. J'ai frotté des sols recouverts d'huile moteur, j'ai géré des ivrognes hostiles à 3 heures du matin et j'ai économisé chaque billet froissé pour acheter ma première voiture. C'était une berline rouillée et délabrée qui coûtait exactement $800. Le chauffage était en panne permanente, soufflant de l'air glacial en plein hiver. La porte côté passager était structurellement compromise et devait être attachée avec de lourdes cordes élastiques. Elle crachait et tremblait violemment dès qu'elle dépassait 60 km/h. Mais c'était la mienne. Je l'avais achetée de mes propres mains. Quand je l'ai fièrement garée dans notre allée immaculée de banlieue, rayonnant de la fierté d'un jeune homme autodidacte, mon père n'a pas souri. Il ne m'a pas félicité. Alain est sorti sur le porche, a regardé mon véhicule durement gagné avec un dégoût pur et non dissimulé, et m'a ordonné de la garer 3 pâtés de maison plus loin parce que c'était une horreur humiliante qui ferait baisser la valeur immobilière du quartier. Exactement 2 semaines plus tard, Sylvain a obtenu son diplôme de lycée. Il avait à peine réussi. Ses notes étaient un désastre. Il avait été surpris à sécher les cours d'innombrables fois et il n'avait aucun projet d'avenir. Sa récompense pour cette spectaculaire démonstration de médiocrité, une voiture de sport noire de jet impeccable de $45 000, entièrement payée en espèces par mes parents. Je me souviens être resté dans la cour avant, le vent froid du soir mordant mon visage, écoutant le rugissement assourdissant et agressif de Sylvain faisant monter le moteur impeccable. Il m'a souri à travers la vitre teintée. Cette machine bruyante et brillante était une déclaration physique de qui comptait dans notre famille et de qui ne faisait que prendre de la place. Puis vint la dure réalité de l'université. J'ai déménagé le lendemain de mes 18 ans et ne leur ai jamais demandé un sou. J'ai travaillé 3 emplois simultanément juste pour joindre les 2 bouts. Je prenais les cars tôt le matin à la bibliothèque du campus, donnais des cours particuliers à des étudiants de première année en difficulté sur des algorithmes informatiques complexes l'après-midi, et livrais des pizzas grasses jusqu'à 3 heures du matin. J'ai vécu si longtemps avec un régime strict de nouilles instantanées génériques et d'eau du robinet que j'ai développé un ulcère à l'estomac qui saignait pendant ma 2e année. Je me souviens m'être effondré dans ma chambre de dortoir, en sueur et gémissant d'agonie. Quand j'ai appelé la maison depuis la clinique du campus, épuisé, terrifié et souffrant physiquement, ma mère a répondu. J'ai demandé s'il pouvait me prêter $50 pour le médicament prescrit. Daphné m'a dit de boire de l'eau chaude, d'arrêter d'être si dramatique et d'apprendre que le stress n'est qu'une partie normale de la croissance. Elle a raccroché avant que je ne puisse répondre. Pendant ce temps, Sylvain a bénéficié d'une bourse complète pour une université privée coûteuse, gracieusement offerte par le fonds de retraite d'Alain et Daphné. Mais Sylvain ne voulait pas étudier. Il a pris son argent de scolarité,
$50 000 en espèces, et a tout investi dans un programme de crypto-monnaie louche et non réglementé qu'il a trouvé sur un forum de médias sociaux toxiques. Il a tout perdu en moins de 3 semaines. Il a abandonné, est retourné vivre dans sa chambre d'enfance et a pleuré dans les bras de ma mère en disant que le monde était contre lui. A-t-il été puni? A-t-il été forcé de trouver un emploi? Non. Mes parents m'ont même appelé à mon dortoir et m'ont crié dessus, me blâmant pour son échec. Ils ont dit que si j'avais pris le temps de le conseiller et de lui enseigner la finance, leur enfant chéri n'aurait pas été arnaqué. Mais le souvenir qui me serrait le plus la mâchoire, celui qui a vraiment cimenté mon rôle de bouc émissaire de la famille, s'est produit il y a 3 ans. Sylvain s'était impliqué dans une autre catastrophe financière. Une start-up technologique ratée qu'il avait laissé noyer sous une dette d'entreprise massive. Les créanciers tournaient en rond. Mes parents étaient si désespérés de le tirer d'affaire qu'ils sont secrètement allés à la banque pour contracter une deuxième hypothèque sur leur maison entièrement payée. Ils étaient prêts à risquer de se retrouver sans abri juste pour effacer son ardoise. Je l'ai découvert par pur hasard grâce à un ami de la famille et je suis immédiatement intervenu. J'ai passé 4 semaines de mon temps à négocier agressivement avec ses créanciers, en exploitant des failles juridiques pour restructurer ses dettes et en nettoyant son désordre catastrophique afin que mes parents ne se retrouvent pas dans un abri. Je les ai sauvés de la ruine financière totale. Et pas une seule fois je n'ai reçu un seul mot de gratitude. Sylvain s'est contenté de bouder dans son coin, en colère d'avoir été humilié en prenant le contrôle de la situation et en exposant son incompétence. Mes parents ont agi comme si mon intervention n'était que mon devoir élémentaire. Ils considéraient ma compétence non pas comme une réussite, mais comme une ressource illimitée. J'étais le couteau suisse de la famille, sorti quand il y avait un énorme désordre à nettoyer, utilisé jusqu'à ce que je sois émoussé, puis plié et rangé dans le tiroir sombre jusqu'à la prochaine crise. J'ai versé le café chaud dans une tasse et j'ai regardé l'horloge sur la cuisinière. Il était 3h30 du matin, la colère bouillonnante s'était transformée en une détermination froide, dure et calculatrice. Il m'avait volé mon temps, mon énergie et ma tranquillité d'esprit pendant des années. Il venait chercher la seule chose qui garantissait ma liberté. Je devais savoir exactement quel mensonge ils avaient raconté à la Banque fédérale pour accéder à mon compte. Quelle histoire avait-il inventée pour voler mon avenir? À 7h du matin, les murs de mon appartement me donnaient l'impression de se refermer sur moi. Je devais sortir, me vider la tête et me préparer à la guerre juridique que j'étais sur le point de mener. J'ai enfilé une veste et j'ai marché 3 pâtés de maison jusqu'à un petit café indépendant que je fréquentais. L'air du matin était vif et mordant, le genre de froid qui vous force à rester alerte. Je suis entré, j'ai commandé un expresso noir et je me suis assis dans un coin tranquille, face à la fenêtre, regardant la ville se réveiller lentement. C'est à ce moment-là que l'univers a décidé de me donner la pièce manquante du puzzle. La porte a tinté et une jeune femme est entrée. C'était Nora. C'était la dernière ex-petite amie de Sylvain. Ils avaient eu une rupture très dramatique et compliquée il y a environ 1 mois. Et en la regardant maintenant, le prix à payer pour avoir fréquenté mon frère était évident. Elle avait l'air complètement épuisée. Sa peau était pâle. Des cernes sombres cachaient ses yeux, et elle tenait une épaisse pile de courriers qui ressemblaient étrangement à des avis de retard et des lettres de recouvrement. Elle a commandé sa boisson, s'est retournée, et nos regards se sont croisés. Malgré la gêne de notre connexion lointaine, un regard de soulagement désespéré a envahi son visage. Elle a pratiquement marché jusqu'à ma banquette et s'est glissée sur le siège en face de moi sans demander. « Daniel, dit-elle, sa voix tremblant légèrement, ses mains tremblant alors qu'elle les enroulait autour de sa tasse en papier. « C'est vraiment bon de te voir. » Je ne savais à qui d'autre parler. J'ai gardé mon expression soigneusement neutre, observant son énergie frénétique. « Tu as l'air d'avoir traversé une zone de guerre, Nora. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas bien? » Elle a laissé échapper un rire amer et fatigué, passant une main dans ses cheveux en bataille. « Ton frère. Qu'est-ce qui se passe? » Je suis assise ici à boire du café bon marché, essayant toujours de démêler mon score de crédit de son énorme désordre toxique. Il a secrètement mis 2 vacances de luxe à cabot sur mes cartes de crédit, a promis qu'il attendait un énorme contrat de marque pour me rembourser et a ensuite disparu lorsque les factures sont tombées. Mon score a chuté de 200 points en 1 mois. J'ai soupiré, secouant lentement la tête. Le classique plan de Sylvain,
l'illusion d'une immense richesse entièrement construite sur les dos brisés et les lignes de crédit maximales des personnes qui lui faisaient confiance. Je suis vraiment désolé, Nora. Il a toujours été un parasite. Tu ferais mieux de couper tes pertes et de t'en aller. Nora a regardé autour du café animée nerveusement comme si elle s'attendait à ce que quelqu'un écoute dans l'ombre. Elle s'est penchée plus près de la petite table en bois, sa voix tombant dans un murmure frénétique et terrifié. Daniel, as-tu une idée de ce dans quoi il est empêtré en ce moment? Je suis terrifié pour lui et je suis terrifié pour tes parents. Ma posture s'est instantanément raidie. Les cheveux sur ma nuque se sont dressés. Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Qu'est-ce qu'il a fait cette fois-ci? Il se vante auprès de tout le monde sur ses médias sociaux qu'il est sur le point de devenir millionnaire. Nora a murmuré, ses yeux grands ouverts avec une peur sincère. Il poste des photos devant des manoirs loués, agissant comme s'il était le roi du monde. Mais ce n'est qu'une couverture désespérée. La vérité est que ses investissements crypto ont chuté plus que quiconque ne le sait. Il est devenu désespéré. Il a emprunté une quantité massive d'argent liquide à des personnes très dangereuses et hors réseau. Des usuriers, Daniel. Le genre de personnes qui n'envoient pas de lettres de recouvrement. Le genre de personnes qui cassent des jambes, brisent des rotules et incendient des maisons pour envoyer un message. Il leur doit des centaines de milliers de dollars. Et la date limite était hier. Une angoisse froide et lourde s'est accumulée au creux de mon estomac, se déposant comme une pierre. Mais Sylvain m'a dit de ne plus m'inquiéter. Nora a continué, sa voix tremblant si fort que son café s'est légèrement renversé du bord de la tasse. Il m'a envoyé un message hier soir. Il était pratiquement maniaque. Il a dit qu'il allait recevoir un énorme paiement qui changerait sa vie aujourd'hui. Il a dit, tes parents sont enfin en train de lui verser un énorme fonds fiduciaire familial, près d'1 million de dollars, pour effacer ses dettes dangereuses et lui donner un nouveau départ. Il a dit, l'argent est sécurisé et il sera intouchable ce soir au point. Les pièces éparses du cauchemar se sont assemblées dans mon esprit avec une clarté écœurante et violente. Sylvain était profondément impliqué avec des criminels violents. L'enfant chéri avait finalement joué avec un vrai feu et était sur le point d'être brûlé vif. Il était désespéré. Il est allé voir Alain et Daphné en pleurant, jouant la victime ultime, leur disant que sa vie était en danger physique. Et leur réponse instinctive immédiate n'a pas été d'appeler la police. Ce n'a pas été de le forcer à faire face aux conséquences brutales de sa propre arrogance. Leur solution a été de céder mes économies. Ils jetaient volontairement mes 10 ans de travail acharné, ma future maison, ma sécurité absolue, directement dans le trou noir et violent des dettes criminelles de Sylvain. Ils ne lui donnaient pas seulement de l'argent pour acheter des vêtements de marque. Ils achetaient littéralement sa vie en utilisant mon sang et ma sueur comme monnaie. Je me suis levé lentement, laissant mon expresso intact. J'ai regardé Nora, ressentant un étrange sentiment de gratitude mêlé à une rage accablante. Merci de m'avoir dit cela, Nora. Tu dois bloquer son numéro tout de suite. Verrouille tes portes, surveille ton crédit et reste loin de lui. Les choses vont devenir très laides très rapidement. Je suis sorti du café sous le soleil éclatant du matin, mais j'avais froid. Mes parents étaient prêts à sacrifier toute mon existence, ma sécurité et mon avenir pour protéger l'enfant chéri des monstres qu'il avait invités dans sa vie. La trahison était si profonde qu'elle a effectivement tué le dernier petit et pathétique espoir que je nourrissais qu'il m'aimait réellement. Il n'y avait plus de famille. Il n'y avait qu'une menace massive pour ma survie, et j'allais la neutraliser avec une extrême détermination. Mais comment ont-ils exactement convaincu une institution bancaire fédérale fortement réglementée de leur remettre près d'1 million de dollars sans ma signature physique? Si vous voulez voir exactement comment cette vengeance se déroule, cliquez sur le bouton s'abonner, laissez un j'aime et commentez je gagne ci-dessous pour que je sache que vous faites partie de la véritable équipe de revanche. Je mettrai des cœurs et répondrai à tous ceux qui utiliseront le mot de code. J'étais assis au volant de ma voiture sur le vaste parking du siège de la Banque nationale d'investissement. Il était exactement 8 heures du matin. Les lourdes portes vitrées de la banque venaient d'être déverrouillées par l'agent de sécurité. Je serrais le volant en cuir jusqu'à ce que mes jointures deviennent d'un blanc pur. Prenant des respirations lentes et mesurées pour contrôler mon adrénaline déchaînée, j'ai sorti mon téléphone et j'ai composé la ligne de service client prioritaire dédiée exclusivement aux comptes à forte valeur nette. Bonjour. Vous avez joint le service prioritaire. Ici Sarah. Comment puis-je vous offrir une assistance exceptionnelle pour votre compte fiduciaire aujourd'hui,
Monsieur Carter, a répondu la représentante, sa voix débordante d'une jovialité d'entreprise bien rodée. Sarah, j'ai besoin que vous consultiez le grand livre de mon compte et que vous me disiez exactement comment un utilisateur secondaire a été ajouté à mon fonds fiduciaire à 2 heures du matin sans mon autorisation verbale, écrite ou physique, dis-je. Ma voix était dangereusement calme. C'était le ton plat et calculé d'un homme tenant une allumette allumée au-dessus d'un énorme baril d'essence. Il y eut une brève pause tendue. J'entendais le cliquetis rapide de son clavier résonner dans le combiné. Ah, je vois la mise à jour ici même, Monsieur Carter. Vos fiduciaires de contingence d'urgence désignés, Alain et Daphné Carter, ont invoqué la clause d'urgence médicale extrême hier après-midi. Quelle clause d'urgence médicale, demandai-je, ma prise sur le téléphone se resserrant si fort que le boîtier en plastique craqua. La voix de la représentante s'adoucit instantanément, passant de joyeuse à un ton chuchoté et apologétique réservé aux familles en deuil. Monsieur, ils ont soumis des documents médicaux certifiés d'un hôpital régional déclarant que vous avez été impliqué dans un accident de la circulation catastrophique hier matin. Les documents vérifient que vous avez subi un grave traumatisme crânien et que vous êtes actuellement dans un coma médicalement provoqué aux soins intensifs. Selon les termes stricts de la fiducie que vous avez établie il y a 5 ans en tant que vos mandataires médicaux légaux, ils ont exercé leur droit de nommer un gestionnaire financier temporaire pour gérer votre succession et couvrir vos dépenses médicales d'urgence pendant votre incapacité. Ils ont nommé votre frère, Sylvain Carter, pour exécuter les fonds. Je fermai les yeux, appuyant ma tête contre l'appui-tête, l'audace pure et non diluée, la méchanceté calculée, préméditée et sociopathique de leur plan. Mes propres parents étaient allés voir un médecin corrompu, probablement une connexion louche que Sylvain avait achetée avec de l'argent emprunté, où ils avaient forgé des documents hospitaliers officiels de toutes pièces. Juste pour me déclarer officiellement en état de mort cérébrale au gouvernement fédéral. Ils m'avaient légalement tué sur le papier afin de pouvoir piller mon coffre-fort sans déclencher un blocage de sécurité. C'est incroyablement fascinant, Sarah, dis-je, fixant mon propre reflet froid et sans vie dans le rétroviseur. Considérant que je suis actuellement assis dans ma voiture sur votre parking, buvant du café, parfaitement sain et très éveillé. J'ai entendu une inspiration brusque et paniquée à l'autre bout du fil. Oh mon Dieu, monsieur. S'il s'agit d'un cas confirmé de fraude à l'identité médicale, nous devons immédiatement geler le compte. Non, dis-je d'un ton sec. Ma voix claquait comme un fouet. Arrêtez de taper. Ne gelez pas le compte. S'il gelait le compte pour une enquête de fraude, l'argent serait bloqué dans les limbes administratives et bureaucratiques pendant des mois. Les autorités fédérales seraient impliquées, les avocats feraient traîner le processus, et je n'aurais pas accès à un seul centime pendant qu'ils régleraient le désordre. Je devais transférer l'argent aujourd'hui. Je devais prendre le tapis sous les pieds de Sylvain avant même qu'il ne puisse cligner des yeux. Sarah, écoutez-moi très attentivement, j'ai instruit. Ne signalez pas le compte. Ne le bloquez pas. J'entre dans l'agence principale en ce moment même. Préparez l'avocat principal des fiducies pour une réunion d'urgence dans 5 minutes. J'ai raccroché le téléphone. Le choc initial de la trahison avait complètement disparu, remplacé par la logique clinique impitoyable d'un ingénieur logiciel traquant un virus. Mes parents pensaient qu'ils étaient incroyablement intelligents. Ils pensaient avoir trouvé la faille juridique parfaite et sans faille en utilisant la clause médicale d'urgence que je leur avais confiée. Mais ils ont oublié un petit détail, massif et monumental, concernant ma profession. Je suis un architecte senior en cybersécurité. Il y a 5 ans, j'ai été engagé par ce même réseau bancaire pour concevoir et mettre en œuvre leur système de vérification biométrique interne. Lorsque j'ai mis en place mon énorme fonds fiduciaire, je n'ai pas seulement signé la paperasse standard. J'ai codé en dur un protocole de suppression suprême profondément dans le système administratif de la banque, un dispositif de sécurité numérique et physique qui supplantait tous les documents juridiques en dossier. La règle était simple et inébranlable. Quels que soient les documents déposés, quel que soit celui qui prétendait que j'étais mort, mourant ou dans le coma, si j'entrais en personne à la banque et que je fournissais mes données biométriques en direct, mon scan rétinien spécifique et mes empreintes digitales. Cela annulait instantanément toutes les actions par procuration et me restituait le contrôle absolu sans période d'attente. Le système était méticuleusement conçu pour prévenir exactement ce genre de vol d'identité sophistiqué. Alain et Daphné pensaient qu'ils m'avaient piégé dans un brillant piège juridique. Mais j'étais l'architecte qui avait construit le piège, et je tenais la télécommande de libération dans ma main. Je suis sorti de ma voiture,
le vent froid cinglant ma veste, et j'ai levé les yeux vers les grandes portes vitrées imposantes de la banque. Il était temps de couper le cordon de la mission de sauvetage à $1 million de Sylvain. Il voulait donner mon avenir au loup. Laissons Sylvain affronter les monstres qu'il avait créés avec des poches vides. Mais qu'allais-je faire exactement avec $850 000 dans les 10 prochaines minutes pour m'assurer qu'il ne pourrait plus jamais y toucher? J'ai traversé les lourdes portes tournantes pour entrer dans le vaste hall au sol de marbre de la Banque nationale d'investissement. L'air sentait le parfum cher et la pierre polie. J'ai contourné les longues files d'attente des clients ordinaires attendant les guichetiers standards et me suis dirigé directement vers les bureaux exécutifs en verre dépoli à l'arrière. J'ai frappé une fois à la lourde porte en chêne ornée d'une plaque de laiton indiquant Pierre Vasseur, avocat principal des fiducies, et je l'ai ouverte sans attendre d'invitation. Pierre était un homme vif et direct d'une quarantaine d'années, vêtu d'un costume bleu marine sur mesure. Il était au téléphone, mais au moment où il a levé les yeux et m'a vu dans l'encadrement de sa porte, toute couleur a fui son visage. Il a raccroché le combiné. Monsieur Carter, a bégayé Pierre, se levant si vite que sa lourde chaise en cuir a percuté le mur derrière lui. Vous êtes vivant. Les documents médicaux que nous avons reçus stipulaient que vous étiez dans un coma médicalement provoqué. Je suis bien éveillé, Pierre, dis-je, ma voix étrangement calme alors que j'entrais et m'asseyais en face de son immense bureau en acajou. Et je dois invoquer le protocole de dérogation biométrique absolue sur mon compte de fiducie. Tout de suite. Pierre était un professionnel. Il n'a pas perdu une seule seconde à poser des questions stupides. Il sentait la catastrophe juridique et de relations publiques qui se préparait dans son bureau. Il a sorti une tablette biométrique sécurisée et robuste de son tiroir de bureau et a rapidement initié la séquence de dérogation. J'ai pressé fermement mon pouce droit contre le scanner en verre lumineux et me suis penché vers le laser rouge du lecteur rétinien. La tablette a traité pendant 3 secondes angoissantes avant d'émettre un carillon aigu et agréable. L'écran a clignoté en vert vif. Identité vérifiée, dérogation confirmée, dit Pierre, essuyant une perle de sueur froide visible de son front avec un mouchoir. Monsieur Carter, les documents médicaux que vos parents ont soumis, l'entête de l'hôpital, les signatures du médecin. C'est une fraude fédérale massive. Nous sommes légalement obligés de le signaler aux autorités. Vous pouvez faire tout ce que la loi fédérale vous oblige à faire, Pierre, dis-je, ouvrant mon élégant ordinateur portable argenté et le posant sur son bureau. Mais d'abord, je déplace mon argent, tout. Avant qu'il ne réalise que la porte est déverrouillée. Je me suis connecté au réseau invité sécurisé et crypté de la banque et je me suis connecté à mon portail client. Le tableau de bord s'est chargé, affichant la somme massive qui allait changer ma vie en gravert, $850 000. Juste en dessous, la balise d'utilisateur administratif secondaire affichait moqueusement le nom de Sylvain, lui accordant le pouvoir de virer des fonds. J'ai senti une énorme poussée d'adrénaline pomper dans mes veines. J'ai ouvert une fenêtre de navigateur séparée et hautement cryptée. Des semaines auparavant, agissant sur un pressentiment paranoïaque concernant les demandes financières croissantes de ma famille, j'avais discrètement ouvert un compte privé et fortement gardé dans une institution bancaire offshore. C'était un compte fantôme numérique, complètement détaché de tout lien familial domestique, de contacts d'urgence ou de dossiers facilement assignés. C'était intouchable. J'ai initié le protocole de virement depuis le portail de la Banque nationale d'investissement. J'ai tapé le montant exact à évacuer, $849 985. Pierre s'est penché, regardant mon écran avec un froncement de sourcils confus. Pourquoi pas le montant total? Pourquoi laissez-vous $15? Parce que, Pierre, dis-je, un sourire sombre et menaçant se répandant sur mon visage, $15 est le solde minimum exact requis pour maintenir le compte ouvert, actif et visible sur l'application mobile. Si je fermais le compte entièrement et retirais chaque centime, Sylvain recevrait un message d'erreur générique disant que le compte n'existe pas. Il pourrait simplement penser que c'est un problème de serveur et appeler le service client pour le réparer. Je ne veux pas qu'il pense que c'est un problème. Je veux qu'il se connecte ce soir. Je veux qu'il voie le compte parfaitement fonctionnel. Et je veux qu'il voie exactement $15 y siéger. Je veux qu'il sache sans l'ombre d'un doute que son parachute doré a été délibérément coupé. J'ai posé mon doigt sur la touche entrée, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai appuyé. La roue de chargement a tourné sur l'écran pendant 3 secondes angoissantes, a coupé le souffle. Puis une énorme coche verte est apparue. Transfert terminé. Fonds sécurisé.
J'ai regardé le solde du portail de la Banque nationale d'investissement chuter instantanément de 850 000 $ à zéro. Puis l'écran s'est rafraîchi, affichant le minimum requis de 15 $. C'était fait. Une décennie de mon sang, de ma sueur et de mes larmes étaient en sécurité derrière une forteresse numérique dont ma famille ne connaissait même pas l'existence. Au moment où j'ai fermé mon ordinateur portable, le téléphone dans ma poche a vibré violemment. C'était un message texte de ma mère, Daphné. Salut mon chéri. Papa et moi avons de merveilleuses et excitantes nouvelles de famille à partager avec toi ce soir. Nous faisons un grand pas pour l'avenir de ton frère, et nous voulons que tu en fasses partie. S'il te plaît, viens dîner ce soir à 19 h. Nous préparons ton rôti préféré. Je t'aime. J'ai fixé le message lumineux, laissant sa toxicité pure et non filtrée m'envahir. Elle m'invitait à célébrer le vol de mon propre argent. Ils allaient s'asseoir en face de moi, me servir mon dîner préféré, et sourire à mon visage tout en étant fermement convaincus de m'avoir volé sans que je ne m'en aperçoive. Ils voulaient que je sois là pour pouvoir gérer agressivement ma réaction quand ils avoueraient enfin, espérant utiliser la pression des pères et une lourde culpabilité familiale pour me forcer à accepter le vol. J'ai tapé ma réponse avec des doigts parfaitement fermes. Ça a l'air super, maman. J'ai vraiment hâte. Je serai là à 19 h. J'ai levé les yeux vers Pierre. L'avocat chevronné me regardait avec un mélange de respect professionnel et de profonde pitié humaine. Il savait exactement dans quel genre de guerre psychologique j'allais m'engager. Gardez le dossier de fraude sur votre bureau, Pierre, dis-je, me levant et saisissant mon lourd manteau. Vous allez recevoir un appel téléphonique très intéressant et très frénétique de mon père demain matin. Je suis sorti de la banque, l'air du matin me semblant plus léger, plus propre et plein de possibilités. Le piège était tendu. Il m'avait invité à un massacre familial. Ignorant complètement que c'était moi qui tenais le couteau du boucher. Mais comment allaient-ils justifier leur crime massif à table? Je garai ma voiture dans l'allée large et pavée de la maison de mes parents en banlieue, exactement à 19 h. La grande maison à 2 étages ressemblait exactement à ce qu'elle avait toujours été, projetant une image de parfaite stabilité de classe moyenne supérieure. La pelouse manucurée était verte. Les lumières chaudes du porche brillaient de manière invitante. C'était une image de bonheur domestique qui cachait un noyau pourri et trompeur. Je suis resté un instant au volant de ma voiture, respirant profondément et affichant un sourire neutre et complètement inconscient sur mon visage. Je suis sorti dans l'air frais du soir et j'ai marché jusqu'à la porte d'entrée. Ma mère a ouvert la porte avant même que j'aie eu le temps de frapper. Elle affichait un sourire maniaque trop éclatant qui n'atteignait pas ses yeux. « Daniel, entre. Entre, mon chéri. Ça sent si bon ici, n'est-ce pas? » Ça sentait le poulet rôti cher, le romarin et une montagne de mensonges. Je suis entré dans la salle à manger. Mon père, Alain, était assis au bout de la lourde table en chêne, versant du vin rouge coûteux dans des verres en cristal avec l'aisance arrogante et maîtrisée d'un homme fermement convaincu de contrôler l'univers. Et là, assis directement en face de ma place habituelle, se trouvait Sylvain. Sylvain portait un tout nouveau pull de créateur, ridiculement flashy, un vêtement qui coûtait facilement 1000 $, sans aucun doute acheté avec une carte de crédit à taux d'intérêt élevé qu'il prévoyait de rembourser instantanément avec mon argent volé. Il se pencha en arrière dans sa chaise, faisant tourner paresseusement son verre de vin, me regardant avec un sourire suffisant et condescendant qui me fit bouillir le sang. « Salut, grand frère » traîna Sylvain, son ton dégoulinant d'une fausse affection. « Merci d'être venu. Nous avons beaucoup de choses importantes à discuter ce soir. » Je pris place en silence. Les 20 premières minutes du dîner furent une véritable torture psychologique. Nous avons mangé le rôti. Nous avons eu une conversation insignifiante et atrocement fausse sur le changement de temps, sur l'amélioration du swing de golf de mon père, sur les commérages banals concernant les voisins d'en bas. J'ai parfaitement joué le rôle du fils inconscient. J'ai mâché ma nourriture. J'ai acquiescé à leurs histoires et j'ai attendu. La tension dans la pièce était épaisse, suffocante et assez lourde pour être coupée avec un couteau à steak. Finalement, alors que ma mère débarrassait les assiettes du dîner et apportait un dessert au chocolat coûteux, Alain s'éclaircit bruyamment la gorge. Il posa ses mains à plat sur la table, adoptant sa meilleure posture patriarcale et autoritaire. Daniel, commença Alain, son ton dégoulinant d'une fausse solennité. La famille est la chose la plus importante dans ce monde brutal. Quand l'un d'entre nous trébuche et tombe,
c'est le devoir sacré du plus fort d'entre nous de tendre la main et de le relever. Je pris une gorgée lente et délibérée de mon eau glacée, maintenant un contact visuel. C'est vrai, papa? C'est un beau sentiment. Qui exactement trébuche en ce moment? Sylvain laissa échapper un soupir dramatique et très théâtral, baissant les yeux sur ses mains manucurées comme s'il portait le poids du monde. J'ai eu de très mauvaises passes dernièrement, Daniel. Le marché des crypto-monnaies s'est violemment retourné contre moi. J'ai reçu de mauvais conseils de partenaires. Je dois de l'argent à des gens qui ne sont pas très indulgents. Je suis complètement dépassé et j'ai besoin d'une bouée de sauvetage. Il a désespérément besoin d'un nouveau départ, intervint ma mère, se penchant en avant, sa voix tremblante d'une émotion théâtrale fabriquée. C'est ton petit frère. Il a besoin d'une table rase pour enfin construire sa vie et réaliser son potentiel. Et comment exactement mon fonds fiduciaire durement gagné offre-t-il cette table rase magique, demandai-je, abandonnant complètement l'acte d'ignorance, ma voix devenant glaciale. La température dans la salle à manger chuta instantanément. Les yeux de mon père se rétrécirent, abandonnant la façade du patriarche aimant. Nous savions que tu serais réticent et têtu à ce sujet. Tu as toujours été incroyablement égoïste avec ta réussite financière, alors nous avons pris une décision exécutive difficile en tant que chef de cette famille. Nous avons invoqué nos droits de procuration d'urgence. Nous avons légalement ajouté Sylvain à ton compte fiduciaire hier après-midi. Il le dit avec une conviction si terrifiante et inébranlable. Il parlait comme s'il était un roi déclarant une nouvelle loi juste, absolument aveugle au crime fédéral massif qu'il venait de commettre contre son propre fils. Vous avez commis une fraude médicale, déclarai-je calmement, posant mon verre. Vous êtes allé dans une banque fédérale et avez fourni des documents falsifiés déclarant que j'étais dans le coma. C'était un mensonge pieux nécessaire pour contourner la paperasserie bureaucratique, claqua ma mère, abandonnant complètement sa douce façade, son visage rougi de colère. Tu aurais dit non. Tu aurais laissé ton propre frère de sang être ruiné pour de l'argent dont tu n'as même pas besoin en ce moment. Tu vis dans un appartement bon marché. Je me suis adossé à ma chaise, les étudiant tous les trois. L'ampleur ahurissante de leurs droits était presque difficile à comprendre. Sylvain se pencha en avant, posant agressivement ses coudes sur la table. Écoute, mec, ne panique pas et ne joue pas la victime. Je ne prends que ce dont j'ai besoin pour effacer mes dettes, payer les gars à qui je dois, et obtenir un petit fonds de démarrage pour ma prochaine entreprise. Peut-être 500 000 $. Il t'en restera encore beaucoup pour acheter ta petite maison éventuellement. J'ai éclaté de rire. Le son résonnait dans la salle à manger silencieuse. Dur, amer et complètement dépourvu d'humour. Tu me voles un demi-million de dollars et tu veux vraiment que je reste assis ici et que je sois reconnaissant de me laisser les restes? Oh, et une chose de plus, ajouta Sylvain. Son sourire arrogant revint en force alors qu'il ignorait complètement mon indignation. Puisque le compte est encore techniquement sous ton numéro de sécurité sociale, tu vas être frappé par la pénalité fiscale massive sur le retrait. Tu devras couvrir cette facture fiscale de ta poche pour moi. Je ne peux pas supporter un choc fiscal en ce moment. J'ai besoin du montant total en espèces. Je le fixai, mon esprit ayant du mal à traiter l'audace pure et simple. Il ne volait pas seulement mon argent pour payer la mafia. Il s'attendait explicitement à ce que je paie le gouvernement fédéral pour le privilège d'être volé par lui. C'était un niveau d'arrogance toxique si astronomique qu'il défiait presque les lois de la réalité. J'ai regardé Sylvain. Son smartphone coûteux était posé sur la table juste à côté de son assiette de dessert. Il le ramassa, déverrouillant l'écran d'un balayage confiant. Je suis en train d'initier le transfert vers mon compte de dépôt en ce moment même, dit Sylvain, son pouce planant au-dessus de l'icône de l'application bancaire. Une fois que le virement massif sera effectué, je serai hors de tes cheveux, Daniel. Tu ne t'en apercevras même pas. Je me suis penché en avant, le menton appuyé sur mes mains croisées, mes yeux fixés intensément sur son visage. Je l'ai vu ouvrir l'application. J'ai vu l'écran de chargement se refléter dans ses yeux avides. Il pensait qu'il était sur le point de devenir millionnaire. Il pensait qu'il avait enfin gagné la partie. Mais qu'arrive-t-il exactement quand le rêve à $1 million d'un enfant chéri s'écrase de plein fouet contre une réalité de $15? La salle à manger était plongée dans un silence de mort, à l'exception du tic-tac rythmique et léger de l'horloge grand-père dans le couloir. Je suis resté parfaitement immobile, les mains croisées sous mon menton, observant Sylvain avec la concentration intense et prédatrice d'un faucon traquant un rat dans un champ ouvert.
Il tenait fermement son smartphone coûteux dans sa main droite. Son pouce planait au-dessus de l'écran lumineux de l'application de la Banque nationale d'investissement. Son visage était un masque d'arrogance pure et non altéré. Il pensait sincèrement qu'il était sur le point de siphonner un demi-million de dollars de mes économies dans son propre compte d'un simple toucher sans effort. Il pensait avoir déjoué l'univers. J'ai vu son pouce descendre. Il a tapoté l'écran pour actualiser le tableau de bord du compte avant d'initier le virement massif. Pendant 2 secondes angoissantes et magnifiques, rien ne s'est produit. Le petit cercle de chargement bleu tournait au centre de son écran. Sylvain a laissé échapper un bref souffle agacé, a marmonné quelque chose à propos de la terrible connexion Wi-Fi de la maison et a tapoté à nouveau l'écran. Et puis la page s'est chargée. J'ai vu beaucoup de choses dans ma vie, mais le moment exact et précis où la réalité fabriquée d'un être humain se brise en 1 million de morceaux déchiquetés est quelque chose que je n'oublierai jamais. C'était un chef-d'œuvre de karma instantané. D'abord, le sourire arrogant sur le visage de Sylvain a vacillé, se contractant au coin de sa bouche avant de disparaître complètement. Puis, tout le sang a rapidement fui ses joues, laissant sa peau d'une teinte grisâtre anormale et maladive. Ses pupilles se sont dilatées si largement qu'elles ont presque englouti ses iris. Sa respiration s'est arrêtée. Il s'est littéralement figé, les yeux rivés sur les chiffres lumineux de l'écran comme s'il regardait directement dans les yeux d'un serpent venimeux. « Qu'est-ce que c'est, chérie ?» demanda ma mère, remarquant le changement soudain et terrifiant de son comportement. « Le serveur est-il encore en panne ?» Sylvain ne répondit pas. Il ne pouvait pas répondre. Sa main commença à trembler violemment. Le tremblement commença dans ses doigts et se propagea rapidement le long de son bras jusqu'à ce que le smartphone lui échappe complètement des mains. Le lourd appareil tomba tout droit, atterrissant avec un bruit fort et sec sur son assiette de dessert en céramique, projetant de petites miettes de gâteau au chocolat sur la nappe en lin coûteuse. 15 $, murmura Sylvain. Sa voix était un sifflement fin et aigu qui ressemblait à un ballon qui se dégonflait lentement. C'était un son dépourvu de toute sa bravade habituelle. Mon père fronça profondément les sourcils, ses épais sourcils se plissant de confusion et d'agacement croissant. « Qu'est-ce que tu marmonnes, Sylvain ? Ramasse ton téléphone et termine le transfert pour que nous puissions passer à autre chose et profiter de notre soirée. » « Il n'y a que 15 $, s'étouffa Sylvain, arrachant enfin son regard de l'assiette pour me regarder. Ses yeux étaient grands ouverts, emplis d'une panique animale frénétique. Le solde du compte. Il dit que le solde total disponible est exactement de 15 $. Ma mère laissa échapper un rire nerveux et aigu, agitant la main d'un geste dédaigneux. Oh, ne sois pas bête. Ce doit être une erreur d'affichage. L'application bancaire a toujours ses petits bugs. Le fonds fiduciaire de Daniel contient plus de 800 000 $. Nous avons vu les relevés quand nous avons rempli les papiers hier. J'ai tendu la main très lentement, j'ai pris mon verre d'eau en cristal et j'ai pris une longue gorgée délibérée. La glace teintait doucement contre le bord. J'ai avalé, reposé le verre sur un sous-verre et j'ai souri. Ce n'était pas un sourire chaleureux. C'était un sourire froid, calculé et terrifiant. Ce n'est pas une erreur d'affichage, Sylvain, dis-je, ma voix résonnant clairement dans le silence stupéfait de la pièce. Les 15 $ sont le solde minimum exact requis pour maintenir le compte actif et visible sur ton petit tableau de bord. Si j'avais retiré ça aussi, le compte aurait simplement disparu de ton écran. Et je voulais que tu le voies. Je voulais que tu regardes le coffre-fort vide. Alain frappa violemment les 2 poings sur la table de la salle à manger, faisant tinter bruyamment les couverts contre les assiettes en porcelaine. « Qu'est-ce que tu as fait, Daniel ?» hurla-t-il, son visage prenant une teinte rouge dangereuse. « Où est l'argent ?» « Je l'ai déplacé, répondis-je simplement, nonchalamment, en enlevant un petit morceau de charpie de la manche de ma veste. J'ai déplacé chaque centime ce matin, juste après être entré dans l'agence principale de la banque et avoir invoqué ma dérogation de sécurité biométrique pour annuler votre procuration médicale frauduleuse et criminelle. L'argent est parti. Il est enfermé dans un compte offshore privé, fortement crypté, que personne d'entre vous ne pourra jamais tracer, et encore moins accéder. » Sylvain laissa échapper un son qui était à moitié un sanglot, à moitié un cri. Il saisit frénétiquement son téléphone dans l'assiette à dessert, essuyant le glaçage de gâteau de l'écran avec sa manche de pull coûteux. Il commença à taper frénétiquement du doigt sur l'écran, essayant de revenir au menu principal, d'actualiser la page, de trouver une cache d'argent cachée qui n'existait pas. Non, non, non.
Cela ne peut pas arriver, chanta Sylvain, la panique faisant monter sa voix à un niveau hystérique. Les gars ont besoin de leur argent demain. Ils ont dit qu'ils viendraient demain. Soudain, l'écran du téléphone de Sylvain clignota d'un rouge vif et en colère. Un message d'avertissement en gras apparut, occupant tout l'affichage. Je pouvais voir le reflet de la lumière rouge dans ses yeux terrifiés. Le message disait « Alerte de sécurité. Accès non autorisé détecté. Compte bloqué. En attente d'enquête pour fraude. » Oh, regardez ça, dis-je, me penchant en arrière et croisant les bras sur ma poitrine. Il semble que le système de sécurité de la banque ait enfin traité mon rapport de fraude concernant votre tentative de connexion illégale. Vous êtes bloqué, Sylvain. Vous ne pourriez même pas obtenir les $15 maintenant si vous les suppliez. Votre parachute doré vient de prendre feu et vous êtes actuellement en chute libre. Profitez de l'atterrissage. La salle à manger éclata dans un chaos total et déchaîné. Le rideau de velours soigneusement construit de leur respectabilité de classe moyenne supérieure fut instantanément déchiré, révélant la réalité laide et désespérée en dessous. Mon père se leva si violemment que sa lourde chaise en bois bascula en arrière et s'écrasa sur le parquet. Il pointa un doigt épais et tremblant directement sur mon visage. « Espèce de bâtard égoïste et sans cœur » hurla-t-il, de la salive volant de ses lèvres. « Nous sommes ta famille. Tu viens de signer l'arrêt de mort de ton propre frère pour de l'argent dont tu n'as même pas besoin. Je vais te poursuivre en justice. Je vais te traîner devant un tribunal civil jusqu'à ce que tu sois complètement ruiné. Tu ne peux pas cacher les biens de la famille. » « Les biens de la famille, rétorquai-je, ma voix montant, coupant à travers son rugissement comme une lame de rasoir. C'est mon argent. Je l'ai gagné. J'ai saigné pour l'obtenir. Vous avez littéralement forgé des documents médicaux et commis un crime fédéral massif pour me le voler. Ma mère éclata en sanglots théâtraux. Elle serra son collier de perles, haletant comme si elle faisait une crise cardiaque. Elle sortit frénétiquement son téléphone de sa poche et appela sa sœur, ma tante Claire. Claire était la commère ultime de la famille. Une singe volant et qui se nourrissait de répandre des rumeurs toxiques et de faire appliquer les récits manipulateurs de ma mère sur les médias sociaux. Claire, ma mère gémit au téléphone, ignorant la dispute qui se déroulait à quelques centimètres d'elle. Daniel nous ruine. Il laisse Sylvain mourir. Il a caché tout son argent et il nous menace. Publie sur le groupe familial, Claire, dit à tout le monde quel monstre il est devenu. Sylvain était hyperventilé, ses mains tirant agressivement ses propres cheveux. La mafia, papa, cria-t-il, sa voix se brisant. Les usuriers, ils vont me casser les jambes. Ils savent où j'habite. Ils savent où vous habitez. Et, comme par hasard, la lourde sonnette en laiton de la porte d'entrée retentit. 2 coups secs et exigeants qui firent taire instantanément la pièce en cris. Tout le monde se figea. Sylvain gémit, reculant des fenêtres, croyant sincèrement que les usuriers étaient déjà arrivés pour prélever leur livre de chair. Mon père déglutit difficilement, son visage pâlissant. Il sortit lentement de la salle à manger et se dirigea vers la porte d'entrée. Il regarda par le Judas, laissa échapper un soupir de soulagement confus, et déverrouilla le pêne dormant. Sur le porche se tenait l'oncle Gédéon. Gédéon était le frère aîné d'Alain, un expert comptable légiste à la retraite qui avait passé 30 ans à démonter les mensonges financiers de politiciens corrompus et de PDG malhonnêtes. C'était un homme strict et impitoyable qui détestait la tromperie sous toutes ses formes. Il avait toujours vu clair dans le favoritisme flagrant de mes parents et avait été le seul parent à me féliciter secrètement lorsque j'avais vendu mon brevet logiciel. Je l'avais appelé quelques heures avant le dîner et lui avais demandé de faire discrètement des recherches sur les récentes activités de Sylvain. Gédéon passa devant Alain sans un mot de salutation. Il entra directement dans la salle à manger, ses yeux perçants balayant le gâteau renversé, la chaise renversée et le visage de ma mère, maculé de larmes. Il tenait une épaisse chemise cartonnée sous son bras. « Gédéon, qu'est-ce que tu fais ici » demanda Alain en colère, suivant son frère dans la pièce. « Nous gérons une grave crise familiale privée en ce moment. » Daniel a perdu la tête. « Non, Alain, dit Gédéon. » Sa voix était un grondement grave et rocailleux qui commandait un respect instantané. « Tu as perdu la tête, et je suis là pour t'empêcher d'entraîner le reste du nom de famille dans une prison fédérale. » Gédéon jeta l'épaisse chemise cartonnée directement au centre de la table de la salle à manger. Elle atterrit avec un bruit sourd juste à côté du poulet rôti gâché.
J'ai tiré quelques ficelles et passé quelques appels cet après-midi. Gédéon continua, fixant directement Sylvain, qui se recroquevillait dans l'ombre du coin. Daniel m'a demandé d'enquêter sur tes soi-disant dettes commerciales. Sylvain, je les ai trouvées. Sylvain laissa échapper un couinement pathétique. Il doit 250 000 $, dit Alain sur la défensive, bombant le torse. Des prêts commerciaux, du capital de démarrage qui a mal tourné. Cela arrive aux meilleurs entrepreneurs. Les entrepreneurs empruntent aux banques, Alain claqua Gédéon, ses yeux brillants de dégoût. Ils n'empruntent pas à des syndicats de paris sportifs clandestins et à des usuriers violents opérant à l'arrière d'un prêteur sur gage dans le quartier industriel. Ma mère laissa tomber son téléphone. La ligne avec tante Claire était toujours connectée, diffusant chaque mot. Quoi, murmura-t-elle. Gédéon ouvrit le dossier et étala plusieurs photographies brillantes sur la table. C'étaient des photos de surveillance qu'il avait obtenues d'un ancien contact. Sylvain n'a pas mis un seul centime dans une entreprise. Il a gaspillé $250 000 en jeux d'argent offshore illégaux, en location de voitures de sport de luxe et en achat de cadeaux coûteux pour des femmes sur Internet afin de maintenir son faux style de vie d'influenceur. Et hier après-midi, ces mêmes usuriers ont jeté une brique peinte en rouge directement à travers le pare-brise de sa Mercedes louée. Mon père regarda les photographies, la mâchoire tombante. L'image du pare-brise brisé était une preuve irréfutable. Sylvain leur avait menti sur tout. Il avait joué sur leur sympathie, affirmant qu'il était un homme d'affaires en faillite alors qu'en réalité, il n'était qu'un joueur imprudent et dégénéré fuyant des criminels violents. « Tu nous as menti ?» demanda Alain, se tournant vers son enfant chéri. « Tu as dit que c'était une entreprise technologique. Vous alliez lui donner 850 000 $ de l'argent de Daniel, dit Gédéon, sa voix teintée d'un lourd venin. Vous alliez le laisser rembourser une dette de jeu de 250 000 $, et il allait empocher les 600 000 $ restants pour continuer à jouer à ces jeux stupides. Vous êtes les parents les plus aveuglément fous et complaisants que j'ai jamais vus de ma vie entière. Le silence qui suivit fut suffocant. La réalité de leurs actions, l'ampleur pure et simple de leur trahison et de leur folie s'abattit finalement sur Alain et Daphné. Ils avaient sacrifié leur fils travailleur pour financer le mode de vie toxique d'un joueur dégénéré. Mais les conséquences de leurs actions ne faisaient que commencer. Mes parents restaient figés, fixant les photographies glacées de la voiture de location vandalisée comme si elles étaient écrites dans une langue étrangère. L'illusion de leur fils cadet parfait et incompris s'était entièrement évaporée, ne laissant derrière elle que la réalité pathétique d'un homme terrifié se cachant des criminels. Soudain, la sonnerie stridente du téléphone portable d'Alain perça le lourd silence. Il tressaillit, fixant sa poche comme si l'appareil était une grenade dégoupillée. Il le sortit lentement. L'identifiant de l'appelant brillait de mille feux dans la pièce sombre. C'était un numéro d'entreprise inconnu. « Réponds, Alain, dis-je, me penchant en arrière dans ma chaise. Mets-le sur haut-parleur. » Alain me regarda, un éclair de peur authentique traversant enfin sa façade arrogante. Il fit glisser l'écran et appuya sur l'icône du haut-parleur, posant soigneusement le téléphone sur la table à côté du dessert gâché. « Allô » dit Alain, sa voix tremblant légèrement. « Alain Carter ?» Une voix aiguë et autoritaire résonna du téléphone. « Ici Pierre Vasseur. Je suis l'avocat principal des fiducies pour la Banque nationale d'investissement. » Ma mère laissa échapper un petit halètement terrifié, se couvrant la bouche de ses mains. « Monsieur Vasseur » bégaya Alain. « Je peux expliquer la situation de la procuration. Il y a eu un malentendu concernant l'état de santé de mon fils. » « Il n'y a eu aucun malentendu, monsieur Carter, interrompit Pierre. Son ton était froid et dur comme de l'acier. Vous avez soumis des documents médicaux falsifiés à une institution bancaire assurée par le gouvernement fédéral dans le but de détourner près d'1 million de dollars d'un fonds fiduciaire sécurisé, ce qui est explicitement défini comme une fraude fiduciaire. Un vol d'identité médicale et une tentative de grand larcin. Sylvain gémit dans le coin, glissant le long du mur jusqu'à s'asseoir par terre, les genoux repliés contre sa poitrine. Pierre continua, sa voix résonnant fort dans la salle à manger. Je tiens actuellement les documents frauduleux sur mon bureau. J'ai des enquêteurs fédéraux en attente. Cependant, votre fils Daniel a proposé une alternative très inhabituelle pour éviter des poursuites pénales immédiates. Alain déglutit bruyamment. Quelle alternative ? Vous et votre épouse recevrez un document numérique dans exactement 5 minutes, déclara Pierre. Il s'agit d'une rupture permanente de tous les droits de procuration, médicaux et financiers.
De plus, il inclut une reconnaissance juridiquement contraignante de vos actions frauduleuses. Si vous le signez électroniquement ce soir, Daniel a accepté de ne pas soumettre les dossiers médicaux falsifiés aux autorités fédérales. Si vous refusez ou si vous tentez de contacter à nouveau ces institutions financières, ces employeurs ou ces prestataires médicaux, je remettrai personnellement ce dossier au bureau du FBI demain matin à 9 heures précises. Suis-je absolument clair? Oui, murmura Alain, ses épaules s'affaissant dans une défaite totale. Oui, nous comprenons. Bonsoir, monsieur Carter, dit Pierre, et la ligne se coupa. L'étranger avait rendu son jugement. La menace de la prison, de perdre leur statut social immaculé et de faire face à l'humiliation publique devant un tribunal fédéral, les brisa finalement. Mais je n'avais pas terminé. La menace juridique garantissait mon avenir, mais je devais démanteler le récit social toxique que ma mère avait passé des années à construire. J'ai fouillé dans la poche de ma veste et j'ai sorti ma tablette. Je me suis rapidement connecté à leur réseau domestique. « Qu'est-ce que tu fais maintenant » demanda ma mère d'une voix faible. Des larmes coulaient sur son visage, ruinant son maquillage. « Ne nous as-tu pas assez punis » J'ai tapoté l'écran, ouvrant l'énorme groupe Facebook de la famille élargie. Tante Claire avait déjà publié une mise à jour de statut frénétique et totalement inexacte, affirmant que j'amassais de l'argent et laissais la famille souffrir. Les commentaires de parents éloignés affluaient déjà, me traitant d'avare et de sans-cœur. J'ai pris une photo claire et haute résolution des photos de surveillance que Gédéon avait apportées, montrant la voiture de location défoncée de Sylvain. Puis j'ai pris une photo du document médical falsifié que j'avais demandé à Pierre d'imprimer plus tôt ce jour-là. J'ai téléchargé les 2 photos sur le groupe familial avec une légende très simple et directe, pour tous ceux qui se posent la question, Sylvain doit $250 000 à un syndicat de jeux d'argent illégaux. Mes parents ont commis une fraude médicale fédérale, prétendant que j'étais dans le coma pour voler mes économies afin de payer ces dettes de jeu. La vérité est maintenant publique. Veuillez diriger toute future charité financière vers Sylvain. Il en a besoin. J'ai appuyé sur Publier. Le téléphone de ma mère a sonné bruyamment sur la table. Puis le téléphone d'Alain a sonné. Les notifications du groupe familial ont commencé à affluer comme une avalanche massive. La destruction sociale a été instantanée. Leur image soigneusement cultivée d'une famille aimante et solidaire a été réduite en cendres pour que chaque tante, oncle et cousin puissent la voir. Je me suis levé, poussant ma chaise en arrière. Le bruit du bois raclant le sol fit tressaillir Sylvain. J'ai boutonné ma veste, ressentant un profond sentiment d'achèvement. Les cordes toxiques qui m'avaient lié à cette famille pendant 32 ans étaient enfin et décisivement coupées. Si vous aimez cette énorme dose de karma et de justice, laissez un commentaire ci-dessous en disant « Je gagne ». Je sais que vous êtes les vrais qui êtes restés pour la vérité, et je mettrai personnellement un cœur et répondrai à chaque commentaire avec ce code secret. L'atmosphère dans la salle à manger était passée d'une confrontation tendue à un cauchemar pathétique et désespéré. Mes parents étaient brisés, fixant fixement le barrage de messages textes en colère et choqués inondant leur téléphone de la part de parents qui venaient de voir ma publication Facebook. L'exil social dont ils m'avaient toujours menacé s'était violemment retourné contre eux. Mais l'implosion la plus spectaculaire se déroulait dans le coin de la pièce. Sylvain, l'enfant chéri, le prince protégé de la famille Carter, réalisa que son bouclier s'était complètement brisé. L'argent était parti. Le secret était révélé et les usuriers violents venaient toujours le chercher demain. Un animal acculé et gâté est une chose dangereuse. Quand ils réalisent que les personnes qui les protègent ont épuisé leurs ressources, ils ne montrent pas de gratitude pour l'aide passée. Ils se retournent et mordent la main qui les a nourris. Sylvain se leva soudainement en toute hâte. Son visage était déformé par un masque de pure panique et de rage. Il ne me regarda pas. Il regarda directement ma mère et mon père. « C'est votre faute » cria Sylvain, sa voix se brisant horriblement. « Vous me l'avez promis. Vous avez dit que l'argent était sécurisé. Vous avez dit que la paperasse de la procuration était infaillible. Espèce d'idiots incompétents. » Ma mère haleta, reculant d'un pas comme si elle avait été physiquement giflée. « Sylvain, chéri, s'il te plaît, nous avons essayé. Daniel nous a dupés. »« Je ne vous ai pas dupé, déclarai-je calmement depuis l'encadrement de la porte. J'ai juste verrouillé la porte que vous essayez de forcer. » Sylvain m'ignora complètement. Il faisait les 100 pas frénétiquement comme un animal en cage. « Qu'est-ce que je suis censé faire maintenant » cria-t-il,
saisissant un verre de vin en cristal sur la table et le lançant contre le mur. Il se brisa en 100 morceaux scintillants, pleuvant sur le parquet. Ils vont me tuer. Ils vont venir ici et ils vont s'en prendre à moi. Calme-toi, Sylvain, aboya Alain, essayant de retrouver un semblant d'autorité dans sa propre maison. Nous allons trouver une solution. Nous allons contracter un prêt. Nous allons vendre les voitures. Il est trop tard pour un prêt bancaire, hurla Sylvain. J'ai besoin d'argent tout de suite. Ce soir, je dois quitter l'État. Ses yeux sauvages et frénétiques balayèrent la pièce, cherchant désespérément tout ce qui avait de la valeur. Son regard se posa sur ma mère, en particulier sur le lourd collier de platine incrusté de diamants autour de son cou. C'était une antiquité, un bijou de famille qu'Alain lui avait offert pour leur 20e anniversaire. Il valait au moins 30 000 $ sur le marché. Sylvain se jeta en avant. Il n'y eut aucune hésitation, aucun amour familier, aucun respect, juste la désespération primaire et brute d'un toxicomane ayant besoin d'une dose pour sauver sa peau. Il tendit les deux mains et saisit violemment le collier. Daphné cria de terreur alors que la lourde chaîne s'enfonçait dans sa nuque. « Sylvain, arrête. Tu me fais mal. »« Donne-le-moi, » grogna Sylvain, son visage à quelques centimètres du sien, tordant fermement la chaîne. « Je dois le mettre au clou. Donne-le-moi. » Alain rugit de fureur. La vue de son précieux enfant chéri attaquant physiquement sa femme brisa enfin le profond sortilège de l'illusion sous lequel il avait vécu pendant des décennies. Alain chargea en avant, plaquant Sylvain par la taille. Les deux hommes s'écrasèrent lourdement sur la table de la salle à manger, faisant tomber le dîner ruiné, les bouteilles de vin et les couverts sur le sol dans un crash massif et chaotique. Je me tenais dans l'embrasure de la porte, observant la scène se dérouler avec un sentiment de détachement glaçant. Je ne ressentais absolument rien, ni pitié, ni envie d'intervenir, ni tristesse. Je ne faisais que regarder un documentaire sur un écosystème dysfonctionnel qui s'effondrait enfin sous le poids de sa propre toxicité. Alain était plus âgé, mais il était plus lourd et alimenté par une pure indignation. Il lutta avec Sylvain sur le sol, le maintenant cloué au milieu du vin renversé et des éclats de verre. Sylvain se débattait violemment, hurlant des obscénités à son père, exigeant de l'argent, exigeant le salut. Daphné se tenait contre le mur, pleurant hystériquement, serrant son cou meurtri, regardant sa famille parfaite se déchirer. L'oncle Gédéon vint se tenir à côté de moi. Il croisa les bras, son visage un masque de sombre satisfaction. La pourriture dévore toujours son hôte, finalement, murmura Gédéon doucement. Tu as fait ce qu'il fallait, Daniel. Tu leur as survécu. J'acquiesçai lentement. Je regardai le désordre chaotique sur le sol une dernière fois. Je ne dis pas au revoir. Je ne leur laissai pas une citation profonde de départ. Ils ne méritaient plus mes mots. Je leur tournai simplement le dos à la salle à manger, marchai dans le couloir, ouvris la porte d'entrée et sortis dans la nuit fraîche et calme. Tandis que je descendais l'allée vers ma voiture, j'entendais encore les bruits étouffés de cris et de pleurs résonnant de l'intérieur de la maison. Cela ressemblait à un cauchemar lointain, s'estompant rapidement dans le rétroviseur alors que je m'éloignais. 6 mois passèrent. Une demi-année de silence profond et ininterrompu. Le document de rupture légale avait été signé électroniquement par Alain et Daphné la nuit même du dîner. Ils savaient qu'ils n'avaient pas d'autre choix. Fidèle à ma parole, je n'ai pas remis les dossiers médicaux falsifiés au FBI, mais j'en ai transmis une copie au service juridique de l'hôpital régional. Garantissant que tout médecin ou administrateur corrompu qui les avait aidés à falsifier les documents perdrait discrètement son emploi et sa licence médicale. Ma vie s'épanouit en l'absence de leur poids toxique. 3 mois après ce dîner catastrophique, j'ai finalement finalisé l'achat de la maison de mes rêves en utilisant les fonds du compte fiduciaire transférés en toute sécurité. C'était une magnifique cabane moderne située au bord d'un lac immaculé et tranquille, entourée d'hectares d'épais pins. J'ai passé mes week-ends à améliorer les systèmes de sécurité, à construire une immense terrasse en bois et à boire du café en toute paix bienheureuse tout en regardant le brouillard matinal rouler sur l'eau. J'avais une seule chose. Mais le karma, comme il s'avère, est un comptable remarquablement minutieux. J'ai appris par la rumeur, principalement par de brefs coups de téléphone de l'oncle Gédéon, l'ampleur des retombées qui ont frappé la famille Carter. Les usuriers de Sylvain s'étaient en effet présentés le matin après le dîner. Ils ne lui ont pas cassé les jambes, mais ils ont tout pris de valeur. Ils ont forcé Alain et Daphné à liquider leur compte de retraite,
à vendre leurs véhicules de luxe et à vider leurs économies juste pour couvrir le montant principal de la dette de jeu afin que les syndicats les laissent tranquilles. Dépouillés de leur richesse et écrasés par l'humiliation sociale massive au sein de notre famille élargie, mes parents ont été contraints de vendre la grande maison de banlieue. Ils ont déménagé dans un petit appartement de 2 chambres dans le quartier moins désirable de la ville. Sylvain, absolument incapable d'obtenir un emploi en entreprise en raison de son crédit ruiné et de son manque de compétences réelles, travaillait actuellement de nuit comme agent d'entretien dans un dépanneur local. Une partie importante de son maigre salaire était activement saisie pour rembourser les intérêts restants de ses dettes. C'était un mardi après-midi. J'étais assis sur ma nouvelle terrasse, mon ordinateur portable ouvert sur mes genoux, effectuant un diagnostic pour un client. L'air était chaud, le lac brillait sous le soleil. Mon téléphone portable a sonné. Le numéro à l'écran était inconnu. Un indicatif régional local, mais pas un contact enregistré. J'ai hésité une fraction de seconde, puis j'ai répondu. « Bonjour, dis-je, gardant un ton professionnel. » Daniel, une voix douce et tremblante, répondit. « C'est maman. S'il te plaît, ne raccroche pas. » Je me figeai. Le son de sa voix provoqua un pic momentané d'ancienne adrénaline dans mon système, une réponse conditionnée à des décennies de manipulation. Mais tandis que je regardais le lac paisible, l'anxiété disparut, remplacée par un mur d'acier froid. « Vous violez les termes de l'accord de rupture, Daphné, dis-je platement, refusant de l'appeler maman. « Je sais, pleura-t-elle doucement. Sa voix semblait plus âgée, et vidée par le stress et la défaite. J'ai acheté un téléphone prépayé bon marché juste pour vous appeler. J'avais besoin d'entendre votre voix. Votre père et moi, nous allons en thérapie. Une thérapie communautaire gratuite. Nous réalisons maintenant ce que nous avons fait. Nous réalisons à quel point nous vous avons horriblement traité. Je laissai le silence planer. Je n'offris aucun réconfort. Nous avons été si stupides, continua Daphné, sa voix se brisant. Nous avons soutenu Sylvain jusqu'à ce que cela le détruise et que cela nous détruise. Nous avons tenu votre force et votre indépendance pour acquises. Nous vous avons puni d'être capables. Je suis si profondément et sincèrement désolé, Daniel. Vous nous manquez chaque jour. Des excuses. Les excuses mythiques et insaisissables pour lesquelles j'avais passé toute mon enfance à me battre désespérément. Les entendre maintenant me sembla incroyablement étrange. Cela semblait creux. J'apprécie les excuses, Daphné, dis-je prudemment. Je suis content que vous preniez enfin conscience de vous-même en thérapie. Merci, Daniel, elle renifla, l'air plein d'espoir. Nous essayons vraiment de nous reconstruire. En fait, c'est en partie pourquoi j'ai appelé. Sylvain a tellement de mal. Il travaille la nuit à nettoyer les sols. Il est si déprimé. Il a trouvé une voiture d'occasion fiable dont il a besoin pour trouver un emploi de jour mieux rémunéré de l'autre côté de la ville. Mais il ne peut pas obtenir de prêt. Le mur d'acier dans mon esprit se fortifia instantanément en une forteresse de titane. Le scénario ne change jamais vraiment. Ils ne font que réécrire l'introduction. Nous espérions, Daphné dit, sa voix baissant sur ce ton suppliant familier, que peut-être, juste comme un petit rameau d'olivier, vous pourriez co-signer un petit prêt pour lui. Juste $5000. Vous n'auriez même pas à lui donner l'argent. Mettez simplement votre nom sur le papier pour qu'il puisse se remettre sur pied. J'étais assis sur ma terrasse, écoutant le doux clapotis de l'eau du lac contre le quai en bois. L'audace pure de sa demande était presque poétique. Après tout ce qui s'était passé, après la fraude, le vol, les cris et la ruine financière totale de leur propre chef, elle essayait toujours de trouver une porte dérobée dans mon portefeuille pour sauver son enfant chéri. Daphné, dis-je, ma voix incroyablement calme, dépourvue de toute trace de colère ou de tristesse. Écoutez-moi très attentivement. Elle cessa de pleurer, sentant la finalité lourde et inébranlable de mon ton. Oui. Vous ne m'avez pas appelé aujourd'hui pour vous excuser, expliquai-je, démantelant sa manipulation avec une précision chirurgicale. Vous m'avez appelé parce que vous et Alain avez complètement épuisé vos ressources. Vous vous êtes saigné à blanc pour protéger Sylvain des conséquences de ses propres actions. Et maintenant que vous n'avez plus rien à lui donner, vous vous tournez vers la seule ressource que vous ayez jamais su exploiter, moi. Ce n'est pas vrai, protesta-t-elle faiblement. Vous nous manquez vraiment. Si je vous manquais vraiment,
si vous me respectiez vraiment, vous honoreriez la limite légale que nous avons établie il y a 6 mois, rétorquai-je. Des excuses ne sont pas réelles si elles s'accompagnent d'une facture. Daniel, s'il vous plaît, supplia TL. C'est ton frère. Il nettoie des sols. Il est humilié. Il apprend comment fonctionne le monde réel, la corrigeai-je sèchement. Nettoyer les sols est un travail honnête. C'est la première chose honnête que Sylvain ait faite de toute sa vie. Vous devriez être fier de lui. Il a besoin d'aide, plaida Daphné. Nous sommes une famille. Non, Daphné, dis-je fermement. Nous partageons des gènes. C'est tout. Une famille se protège mutuellement. Une famille ne falsifie pas des documents médicaux pour déclarer son fils en état de mort cérébrale afin de le voler sans scrupule. Une famille ne sacrifie pas un enfant pour en sauver un autre. Je pris une profonde inspiration en regardant la belle vie paisible que j'avais construite entièrement seule. Les limites ne sont pas des punitions, continuai-je, ma voix ferme. Les limites sont les lourdes portes d'acier que nous installons pour nous protéger des environnements toxiques. Vous et Alain avez choisi Sylvain plutôt que moi chaque jour de ma vie. Vous avez fait votre investissement. Maintenant, vous devez vivre avec les retours. Daniel, tu ne peux pas nous abandonner pour toujours, cria-t-elle. Une note de panique authentique s'installa alors qu'elle réalisait que sa manipulation était totalement inutile. Je ne vous abandonne pas, Daphné. Je refuse simplement de me noyer avec vous, dis-je. Ne rappelez plus ce numéro. Ne demandez pas à Alain de m'appeler. Si vous me contactez à nouveau, je demanderai à Pierre de déposer l'ordonnance restrictive et de rendre publics les documents de fraude. Profitez de votre appartement. J'ai éloigné le téléphone de mon oreille, appuyé sur le bouton rouge fin d'appel et immédiatement bloqué le numéro prépayé. J'ai posé le téléphone face vers le bas sur la table en bois. Je me suis penché en arrière dans ma chaise confortable, j'ai pris ma tasse de café chaud et j'ai pris une longue gorgée satisfaisante. L'air sentait les aiguilles de pin et l'eau fraîche. Mes comptes bancaires étaient sécurisés. Ma maison était une forteresse. Et mon esprit était enfin vraiment tranquille. Parfois, la plus grande vengeance n'est pas de crier, de se battre ou de détruire les personnes qui vous ont blessé. La plus grande vengeance est de partir, de construire une belle vie qu'ils ne pourront jamais toucher, et de les laisser s'autodétruire complètement avec leur propre comportement toxique.